Bien, bien on va y aller. On va en fait évoquer surtout la fameuse révolte de 1834. Vous vous souvenez, on a parlé de la révolte des 21, 22 et 23 novembre 1831, qui est la révolte des canuts la plus connue. Euh, on en a parlé puisque c'est lors de ces événements qu'il va y avoir en quelque sorte les fondements du mouvement ouvrier organisé, hein, puisqu'il y a la place du canut dans le système économique, puisqu'il va protéger son industrie, il en est responsable, il en est acteur, ce qu'ils disent dans l'écho de la fabrique. Il va y avoir aussi cette notion qui perdure encore aujourd'hui, à savoir vivre en travaillant, hein, cette notion de dire qu'il faut être payé justement pour le travail que l'on effectue, c'est bien les fondements et des débats encore aujourd'hui, des revendications, et puis aussi cette volonté de ne pas rester, ce qui était à l'époque la tradition, rester dans son carcan professionnel, mais de regarder les autres professions pour retrouver des aspects communs. Et donc là aussi, on a les prémices des futures organisations ouvrières syndicales. 1834, c'est un peu différent. Alors j'ai pris pour 1834 comme personnage qui va nous guider, je l'ai pris complètement à droite. Il s'agit de Jean-Baptiste Montfalcon, qui est un docteur et qui représente un peu la bourgeoisie de l'époque. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il est présent lors de ces deux révoltes et que, à la limite, c'est intéressant de lui donner la parole, puisque là, on ne peut pas le soupçonner de vouloir donner une interprétation fausse. C'est Montfalcon et Louis Philippard, hein, il est pour Louis-Philippe, et donc c'est quand même, ça m'a semblé être intéressant. De temps en temps, évidemment, je me permettrai de donner l'avis des canuts à travers leurs articles de l'écho de la fabrique. Voilà. Il faut savoir que donc je vais commencer à vous dire un peu comment Montfalcon, mais qui représente toujours un peu la bourgeoisie de l'époque, voyait la situation tout de suite après 1831, tout de suite après la révolte. Par exemple, sur le rôle de chacun, c'est-à-dire le rôle des chefs d'atelier canuts et le rôle des négociants commerçants, voilà ce que dit Montfalcon. La prospérité de la fabrique ne doit pas consister pour l'ouvrier dans un haut salaire, pour le fabricant dans le plus grand abaissement possible du prix des façons. Elle résulte du nombre et de l'importance des demandes, de l'abondance de la consommation, de la valeur à laquelle l'étoffe se maintient. La loi du marché. Il faut que l'ouvrier et le fabricant gagnent. Celui-là doit retirer de ses labeurs les moyens d'entretenir sa famille, ça c'est le chef d'atelier. Celui-ci est en droit de demander à son commerce un bénéfice proportionné aux capitaux qu'il expose. Ça, c'est le négociant. Si le prix de la main-d'œuvre est descendu trop bas, comment l'ouvrier pourra-t-il pourvoir à sa subsistance? N'est-il pas juste qu'il soit nourri de son travail? Si les prétentions du tisseur sont trop élevées, comment le fabricant soutiendra-t-il la concurrence étrangère? Peut-on raisonnablement le forcer à vendre à perte? Le bien sagement compris de la fabrique ne demande pas le sacrifice des intérêts des uns à l'intérêt des autres. Ah, c'est intéressant parce que là, on a la pensée de cette bourgeoisie qui émet quand même des choses qu'on entend encore aujourd'hui, quoi. Il faut trouver cet équilibre-là, parce que l'ouvrier, on sait bien que s'il ne mange pas, il ne va pas produire. Il faut aussi, aujourd'hui, on dirait qu'il faut qu'il puisse consommer. C'est bien le problème, donc, et puis il ne faut pas que le fabricant soit à perte. C'est des questions très très actuelles. Il porte un jugement aussi sur les révoltes, et notamment celle de novembre 1831. Alors voilà ce qu'il dit. Il serait bien temps de parler aux ouvriers en soi de leurs devoirs, après avoir si longuement entretenu de leurs droits. Il serait surtout utile de leur démontrer, par l'expérience des ateliers depuis 4 années, que l'inévitable résultat des coalitions
et des insurrections, c'est la cessation du travail et l'abaissement du salaire. Une position qu'on entend encore aujourd'hui, en disant, vous voyez, les grèves et tout ça, bon, du coup, on n'est plus compétitif et automatiquement, eh bien, vous vous mettez en danger. Ce qui les ruine, on ne saurait trop le répéter, la véritable cause de leur misère, c'est l'émeute. On ne dirait pas aujourd'hui l'émeute, on dirait autre chose, la grève par exemple. Toute amélioration dans leurs conditions matérielles repose sur ces deux conditions, tranquillité et travail. D'ailleurs, beaucoup de ces déclarations sont extraites d'un livre qui s'appelle, que vous pouvez retrouver sur Internet, L'histoire des insurrections de Lyon, et en exerce, il y a cette formule, Arbeit und Hoffe, travail et espère. Donc, qu'il laisse la politique, voilà ce qu'il dit aux ouvriers en soi, qu'il laisse la politique, il ne saurait la comprendre et elle ne peut leur apporter que du dommage en les égarant sur leurs vrais intérêts. Qu'ils renoncent pour toujours à leur impuissance et funeste association, puisque c'était notamment une des revendications des canuts, pouvoir s'associer, les coalitions qui sont défendues à ce moment-là. L'appel à la liberté, voilà la vraie association nationale et la seule qui puisse leur être profitable. Voilà, c'est sans ambiguïté, c'est bien la position et les antagonismes entre une classe ouvrière qui cherche à s'organiser, qui s'associe, qui évidemment à un moment donné va se mêler de politique parce que les frontières sont pas si marquées que ça, et évidemment la bourgeoisie de l'époque ne peut l'accepter. D'ailleurs, il a la plupart du temps une vision d'ouvriers peu instruits, les classes qui vivent uniquement du travail de leurs mains n'ont point acquis encore assez de lumière pour discerner ce qui convient le mieux à leur intérêt, sans nuire aux intérêts de tous. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Et il a aussi cette vision, notamment après donc cette révolte de 1831, le maître ouvrier lyonnais ne vit pas comme faisaient ses pères. Il a contracté des habitudes qu'ignorait ceci, le goût des théâtres et celui des plaisirs coûteux. Il fréquente les cafés et en général bien vêtu le dimanche. Son logement n'est plus un noir taudis, dans une rue étroite et infecte. Des maisons vastes, bien éclairées et bien aérées, ont été construites pour lui dans de très beaux quartiers. Là, il parle de la Croix-Rousse. Ainsi, d'un côté, diminution forcée des salaires et de l'autre, augmentation croissante des dépenses. Donc, c'est assez intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette révolte de 1834 ? D'abord, il faut dire qu'en 1832, 33, c'est évident que l'aspect de coalition, de pouvoir s'associer, progresse énormément chez les tisseurs, chez les canuts. Et puis également, je vous l'avais dit, en 31, les canuts républicains sont très minoritaires. Par contre, dès 32, 33, ça discute beaucoup d'un autre système, d'un autre régime politique qui fasse partir Louis-Philippe pour installer une république. Ils en ont déjà eu une, il y a très longtemps, tous ne l'ont pas vécu pendant la Révolution, mais ils aimeraient bien une seconde république, c'est-à-dire d'oublier notamment les deux derniers, Charles X et Louis-Philippe. Alors, ça progresse et il va y avoir en février 1834, ça va bouger au niveau des tisseurs de peluches qui vont donc être accusés de coalition et ils vont également décider d'une grève. Par exemple, alors je vous raconte un peu comment ça s'est passé. On est en février 1834 et la Société des mutualistes. Mutualistes, vous savez, les mutuelles c'est depuis 1828 et les mutualistes sont par exemple notamment très majoritaires dans les coûts de la fabrique. La Société des mutualistes est convoquée en assemblée générale extraordinaire
pour délibérer sur la question de l'interdiction générale des métiers, c'est-à-dire d'arrêter le travail. La séance dure toute la journée. 2341 chefs d'atelier présents. 1297 voix pour la cessation en masse du travail, 1044 contre. Donc il y a une certaine majorité pour arrêter le travail, pour se mettre en fait en grève. Et à 22h30, la commission exécutive décrète la suspension du travail dans tous les ateliers à partir du vendredi 14 février. Le prétexte, c'est la diminution de 25 centimes sur le prix de fabrication de l'aune, c'est-à-dire je ne sais plus combien de centimètres c'est, de peluche. Le vendredi, donc le lendemain, le 14 février, y a 20 000 métiers qui cessent de battre à partir de 14h de l'après-midi. Et il va y avoir une démonstration de force, non pas une manifestation comme ça dans la rue, mais ils vont saisir l'occasion d'un enterrement. À l'occasion d'un enterrement, les canuts font une démonstration de force. De 1000 à 1200 tisseurs composent le cortège qui se rend en traversant la ville au cimetière de Loyasse. Ils marchent par 4, 2 ferrandiniers d'un côté. Depuis 1831, à partir de 1932, les ouvriers en soie vont se détacher un peu des chefs d'atelier canuts pour créer les ferrandiniers, cette association des ferrandiniers, du nom d'une ancienne manière de tisser très ancienne. Donc il y a plus tout à fait l'unité complète qu'on avait en novembre 1831. Mais là, il y a donc 2 ferrandiniers d'un côté, 2 mutualistes de l'autre. Donc ils sont, voilà, c'est l'unité, on dirait aujourd'hui, l'unité syndicale. Voilà. Beaucoup portent les insignes du compagnonnage, dont le port est interdit par une ordonnance. Un compagnonnage, normalement, ça n'existe plus. Les injonctions du commissaire de police n'y font rien. Donc ils continuent à manifester. De la Croix-Rousse à Loyasse, ça fait un bout de chemin. Et surtout la démonstration de force, c'est voilà, on est maître. Hein, on ne défile pas comme ça, n'importe comment, voilà. Hein, on a une organisation pour montrer justement qu'on est organisé à l'intérieur. Le vendredi 21, il y a des négociations, comme toujours dans les conflits, mais elles échouent. Et les fabricants repoussent l'idée d'une mercuriale proposée par les délégués ouvriers et ne cèdent pas. D'une concession de 25 centimes à l'inexécutable tarif, il n'y a qu'un pas. Donc il y a vraiment un refus des négociants et un grand nombre d'ouvriers commencent à travailler, mais le plateau de la Croix-Rousse, véritable quartier général de la population ouvrière, a persisté dans son inaction. Il y a même des bagarres sur la place de la Croix-Rousse et des arrestations vont être opérées. Le samedi 22 février, la reprise du travail est à peu près générale et il y a même des tiraillements entre les ferrandiniers et les mutualistes chefs d'atelier. Le dimanche 23 février, sans transaction avec les fabricants et sans concession aux ouvriers en peluche, tous les métiers ont recommencé à battre. C'est encore une défaite. 6 mutualistes sont arrêtés comme chefs de coalition. Ça, c'est important. Ces 6 mutualistes qui vont être donc arrêtés et traduits devant la justice. Et 20 chefs d'atelier se déclarent solidaires en écrivant au procureur du roi. Ils vont dire que quoi, vous les emprisonnez, alors qu'on était tous responsables, c'est nous tous qui avons décidé d'arrêter le travail, de se coaliser, donc ils vont y envoyer une lettre signée pour qu'ils soient eux aussi en procès, mais ça se fera pas. Hein. Et donc, il y a cette histoire des ouvriers en soie, ouvriers sur la peluche, donc qui vont être emprisonnés. Et en plus, il y a un autre événement qui va mobiliser et passablement énerver les chefs d'atelier et ouvriers en soie, c'est la refonte de la loi sur les associations. Il y avait déjà pas beaucoup de possibilités de s'associer, mais il y avait une tolérance. Et la loi concoctée par Louis-Philippe va pratiquement détruire
ces quelques possibilités quand même de se retrouver. Les mutualistes avaient trouvé le moyen de faire des petites sections de 19, puisque là, on tolérait jusqu'à 20, donc où chaque représentant se retrouvait dans une autre cellule, et ainsi de suite, avec une organisation pyramidale qui évitait donc d'avoir des sanctions au niveau juridique, donc de ne pas respecter la loi. Alors, ils sont très très sensibles à cette histoire de coalition, parce que d'abord, ils se rendent bien compte que du côté des négociants, même s'ils ne le disent pas ouvertement, les négociants, eux, ils trouvent toujours le moyen de se mettre ensemble, de se concerter. Et eux, on leur interdit ça. Donc ils sont extrêmement énervés par cette décision de modifier la loi. D'ailleurs, en 1830, il avait été déjà question de cette libération. Par exemple, nous demandons en 4e lieu, alors ça c'était en 1830, les journées révolutionnaires de 30, les Trois Glorieuses, en 4e lieu la liberté d'association, parce que partout où il existe soit des intérêts, soit des opinions, soit des croyances communes, il est dans la nature humaine de se rapprocher et de s'associer, parce que c'est là encore un droit naturel. Et ça, dans l'écho de la fabrique des mutualistes, donc des ouvriers en soi et des chefs d'atelier, on va retrouver énormément ces articles, ces arguments pour qu'il y ait le droit d'association. Il y a même des articles où ils disent l'enfant, tout naturellement, dès qu'il a appris à marcher, il va se rendre vers un groupe. C'est naturel dans l'homme de se retrouver ensemble, c'est ce qu'il définit même. Voilà. Alors il y a un débat qui va s'engager en 1834 sur cette loi, qui va donc sur les associations, et il y a par exemple Guizot, et ça c'est la position du gouvernement, c'est assez intéressant cette position. J'ai dit que l'article 291 ne figurait pas éternellement dans les lois d'un peuple libre. C'est l'article 291, c'est ce qui restreint énormément, pratiquement, et le réduit à nul, le droit d'association. Donc il a dit, Guizot, que cet article ne va pas rester éternellement pour une démocratie, pour un peuple libre. Pourquoi ne le dirais-je pas aujourd'hui ? Il viendra, je l'espère, un jour où la France pourra voir l'abolition, la suppression de cet article comme un nouveau développement de la liberté. Mais jusque-là, il est de la prudence de la Chambre et de tous les grands pouvoirs publics de maintenir cet article qui a été maintenu en 1830. Il faut même le modifier selon le besoin du temps pour qu'il soit efficace contre les associations dangereuses d'aujourd'hui, comme il l'a été en 1830 contre les clubs. Voilà. Donc c'est une position, certes, l'idée en elle-même du droit d'association, c'est plutôt intéressant, c'est une avancée pour les hommes libres et tout ça, mais pas aujourd'hui. Ça, j'ai entendu ça récemment dans un débat avec Badinter sur la peine de mort. Il était minoritaire, Badinter, pour porter ce projet, etc. Et on s'aperçoit que, par exemple, Giscard d'Estaing disait, certes, ça serait bien, mais c'est pas le moment. Et on a comme ça des choses où, sur le papier, sur ces idées-là, bien sûr, il ne faut pas paraître affreux, donc, mais c'est pas encore le moment. Alors, on ne sait pas quand c'est le moment, mais voilà. Alors il y a à ces niveaux de la discussion, il y a des grandes voix qui vont parler. Il y a Lamartine qui dit « L'association est dans le principe même de liberté qui constitue ce gouvernement. Il ne faut point la nier, il faut la régler. Sans doute, cette législation sera difficile. C'est une force sociale toute neuve à constituer, mais ce qui est nécessaire n'est jamais impossible, et d'ailleurs, vous n'avez qu'une alternative, ou des droits reconnus, ou des droits envahis, ou des associations légales, ou des sociétés secrètes et illicites. » Je trouve qu'il a une position au moins pragmatique. Ça ne sert à rien
en substance de l'interdire, de toute façon, ça se fera, puisque c'est un droit, c'est plus qu'un droit, c'est une attitude. Et notre Montfalcon, lui, va, à propos des mutualistes, donc de ceux qui sont associés, des ouvriers qui n'avaient fait usage de leur faculté intellectuelle que pour pousser avec égalité leur navette de gauche à droite et de droite à gauche, discutaient, calomniaient l'œuvre des trois pouvoirs, en décrétaient la révolte. Les conséquences terribles de l'aberration mentale des travailleurs ne sauraient faire méconnaître le ridicule des considérants de leurs protestations. Voilà. Ah, il est pas simple. Hein. Voilà. Et parce que, bon, il fait évidemment référence à cette fameuse déclaration des mutualistes et qui a été signée par 2544 sociétaires. Voilà. Donc, on va arriver à... donc, il y a cette effervescence. D'un côté, le procès qui approche pour les tisseurs de peluches, et en même temps, cette loi qu'ils appellent scélérate, pour restreindre encore plus l'association. Et par exemple, il y a aussi un autre aspect. L'Écho de la Fabrique, le journal des canuts, a de plus en plus de difficultés à ne pas empiéter sur la partie plus politique. À un moment donné, c'est guère possible, parce qu'il suffit de dire qu'on n'est pas d'accord avec tel élu pour dire vous faites de la politique. Hein, donc c'est très difficile, et l'Écho de la Fabrique va avoir une succession de procès. Et évidemment, ces procès, il va les perdre, et chaque fois, c'est une amende. Donc évidemment, sans fond, peu à peu, l'Écho de la Fabrique va diminuer. Donc c'est encore un élément supplémentaire pour qu'il y ait une grande tension dans la ville de Lyon. Alors, le 5 avril commence le jour de ce procès. Voilà ce que dit Montfalcon. Le procès des 6 mutualistes doit avoir lieu au tribunal de police correctionnelle. Monsieur Pic, président du tribunal, les juges et le parquet désirent que le jugement des mutualistes ne soit environné d'aucun appareil militaire. Le débat de l'affaire commence. Une multitude immense remplit l'étroite enceinte du tribunal. Cette foule n'est point positivement malveillante, mais on y remarque une vive agitation. Après un long interrogatoire des prévenus et l'audition des témoins, le tribunal, fatigué par le bruit, déclare par l'organe de M. Pic, son président, que si le silence ne s'établit point, il fera évacuer la salle et jugera à huis clos. On pensait bien que ça, c'est le seul moyen, évidemment, d'avoir encore plus de bruit. Et donc la cause est renvoyée au mercredi suivant. Et cette décision est mal comprise, qui dit Montfalcon, par l'auditoire, qui croit y voir l'intention d'éviter la publicité des débats. Donc ils n'ont quand même pas tout à fait tort. Et des murmures bruyants l'accueillent. Le jugement de suite, point de huis clos. L'Assemblée crie la liberté de nos frères. La séance est levée. Compte rendu donc de Montfalcon. Alors évidemment, les incidents dans le tribunal correctionnel et au dehors vont se multiplier. Un témoin à charge contre les mutualistes est pris à partie. Et le président du tribunal va réclamer un détachement militaire, évidemment, pour protéger les débats. C'est une soixantaine d'hommes qui va venir donc essayer de maintenir, force à la loi, maintenir un certain calme. Ce qui est assez curieux que note Montfalcon, parce qu'il n'est pas bien heureux, il s'aperçoit que quelques soldats boivent avec des mutualistes dans la cour du palais et sur la place Saint-Jean. Évidemment, ça fait un peu désordre. Il y a des contacts comme ça. Les mutualistes ne sont pas dans Lyon, dans la Croix-Rousse, etc., il y a toujours des échanges entre personnes. Hein, et puis surtout, à mon avis, ça devait être la garde nationale. Qui était la garde nationale, ce sont des gens qui, par ailleurs, travaillent. Hein, voilà. Donc, il commence vraiment à avoir beaucoup de
d'agitation. D'ailleurs, le commissaire central, M. Pratt, et le commissaire de police, Arnaud, sont obligés de partir par une porte dérobée. Donc ça commence vraiment à avoir une grande tension. On était le samedi 5 avril, le dimanche, eh bien ça, c'est fameux, le dimanche, il va y avoir un enterrement, un autre. Vous savez, c'est une manière de détourner l'impossibilité de s'exprimer par des grands meetings. Alors il y aura deux solutions, soit les banquets, et ça on le verra plus encore lors des événements de 1848, ces banquets permettent, notamment avec la période des toasts, il y a une commission des toasts quand on organise un banquet. D'ailleurs, c'est pas simplement à la tienne, ça permet de rendre hommage à tel ou tel aspect, apporter des éléments, et les enterrements, c'est pareil. Hein, c'est l'occasion de se retrouver. D'ailleurs, l'enterrement d'un chef d'atelier mutualiste est l'occasion d'un déploiement de force et d'une menace indirecte adressée au pouvoir. Écoutez bien, 8000 ouvriers, ferrandiniers ou mutualistes composent le cortège funèbre. 8000. On remarque parmi eux un certain nombre de membres de la Société des droits de l'homme. Et il faut dire qu'effectivement, depuis 1832, Lyon attire énormément, depuis 31, mais surtout on voit ça en 32, énormément de gens qui ont ces positions-là. On va avoir beaucoup de Saint-Simoniens qui vont arriver, beaucoup de fourriéristes, et évidemment, énormément également de la Société des droits de l'homme qui vont être présents, puisque Lyon est en quelque sorte la ville industrielle où il se passe quelque chose. À 8 heures du soir, après l'enterrement, quelques ouvriers en bande parcourent les rues de Lyon en chantant la Marseillaise et le chant du départ. Et on entend « Vive la République, à bas les tyrans, à bas le juste milieu ». Juste milieu, c'est cette politique centriste. Bon, voilà. 4 hommes marchaient de front et beaucoup de fils en comptaient 5. Le cortège allant au pas accéléré, 27 minutes à passer et 70 rangs défilaient par minute. Ainsi, mon calcul approximatif est exact. Signé Montfalcon. Oui, c'est un vrai reporter aussi. Hein, il a des idées, mais enfin, il est honnête. C'est pour ça que c'est quand même intéressant de prendre ce qu'il a écrit. Le lundi 7 et le mardi 8, il y a un certain nombre de négociants qui devaient se rappeler 21, 22, 23 novembre 1831, puisque un grand nombre commencent à emballer leurs marchandises et leurs effets les plus précieux. Et il y en a plusieurs qui sont partis à la campagne, se mettre au vert. Voilà. Le mercredi 9 avril, à 7 heures du matin, tous les troupes sont en place. Au total, 10 500 hommes. Si l'on déduit les malades, les conscrits qui ne sont pas armés et les soldats commis pour garder les forts, l'effectif de la garnison est de 6 500 hommes. 4 grands commandements, c'est là où on voit l'organisation, ça c'est très important. Il y a le lieutenant-général Aymar qui est à Bellecour, le général Fleury à la Croix-Rousse, le lieutenant-colonel Dietmann à l'Hôtel de Ville et le général Buchet à l'Archevêché. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que le préfet de l'époque, Gasparin, lui, il ne va pas prendre du retard là-dessus. Puisque quelques jours où il a dû sentir effectivement la tension qu'il y avait lors du procédé mutualiste, le début, le premier jour, eh bien, il va organiser ce qui s'était produit du tout en 1831, puisque les canuts avaient occupé l'ensemble de la ville. Là, Gasparin prend les devants et il va donc quadriller Lyon. Il en fait 4 parties distinctes. Hein, il y a même plus, puisqu'il y a 4 commandements sur Lyon, mais il y a des postes un peu décidés un peu partout. Il y a place Saint-Jean dans la cour de l'Archevêché, à la tête du pont Tilsit, sur la rive gauche de la Saône, adossé du palais, à l'hôtel du Palais Royal et près des Célestins. Il y a place Bellecour, à l'Arsenal, sur la place Carnot, qui s'appelait Louis XVIII à ce moment-là, à la Guillotière, sur la place Louis XVI, qui est la place aujourd'hui Maréchal Lyotet, à l'Hôtel de Ville. Les ponts sont occupés, des pièces de canon placées sur différents points,
un fort détachement garde l'intérieur du tribunal. Vraiment là, on est dans un état de guerre. Hein. On a là les positions sont bien prises. Ça paraît tout de suite un peu difficile. Il n'y a plus l'effet de surprise là-dessus. À 8 heures, Adrien de Gasparin, le préfet, apprend que les chefs de la Société des droits de l'homme se sont réunis dans une maison de la rue Bourg-Chanin, qui est aujourd'hui la rue Bellecordière, et que des proclamations ont été imprimées. Les autorités n'interviennent pas. 9h30, pardon. Énormément de foule, la foule va se retrouver sur la place Saint-Jean, puisque le procès a lieu, non pas dans ce qui est aujourd'hui le palais de justice, qui n'était pas construit, mais à côté, il y a une salle qui sert effectivement pour juger. Hein. Ça remplace un peu le palais de justice, qui viendra qu'après, quoi. Donc il y a beaucoup de monde, et notamment à l'hôtel Chevrière. Les autorités sont à l'archevêché, les chefs principaux des diverses associations paraissent sur la place Saint-Jean. Il y a vraiment une mobilisation. Et dit Montfalcon, ils n'ont commis aucun désordre, et avant tout, l'autorité doit éviter jusqu'à l'apparence de l'agression. Elle se laissera attaquer. Ça, Montfalcon va un peu le regretter. Puis brusquement, à 10h30, la place Saint-Jean se vide. Les barricades sont installées au débouché des rues qui s'ouvrent sur la place, et pendant ce temps, le procès des mutualistes commence. Au bruit de la première détonation, l'avocat des prévenus, Jules Favre, à ce moment-là, Jules Favre est très, très jeune, il doit avoir 24-25 ans, il s'arrête. Toutes les personnes présentes au tribunal descendent dans la cour de l'hôtel Chevrière et cherchent à regagner leur domicile. Et dans cette tension, il va y avoir un premier mort, un agent de police, s'appelle Fèvre, qui est mortellement blessé par un soldat au moment où il s'élançait sur une barricade. Ça, c'est Montfalcon qui dit. Et Sébastien Commissaire, qui était un canut, et qui, lui, va finir comme élu, il va être député en 1870, eh bien, il dit que... 48, pardon, pas 70, 48, Sébastien Commissaire. Le premier individu qui a provoqué la troupe en tirant d'un coup de pistolet sur elle fut tué par les soldats qui ont riposté aussitôt. Et dans les poches de cet homme, on trouva une carte d'agent secret. Ce misérable avait été tué en remplissant son rôle d'agent provocateur. Ça se faisait bien à cette époque. On dira rien. Alors, qu'est-ce qui se passe à midi, à la Croix-Rousse? C'est quand même important. Voilà ce que nous dit Jean-Baptiste Montfalcon. Au bruit des premières fusillades, des barricades sont élevées dans la grande rue de la Croix-Rousse. Le général Fleury, commandant donc du secteur, les fait attaquer par quelques compagnies du 27e du colonel Perron. Elles obtiennent d'abord quelques succès, mais assaillies par une multitude d'adversaires qu'elles ne sauraient atteindre, elles se retirent derrière le mur d'enceinte. Une attaque a été faite en arrière du faubourg par la montée de la Boucle, sans l'ordre du général qui envoie sur ce point pour la soutenir le chef de bataillon Delattre et la 2e compagnie du 27e. Elle ne réussit point. Le général fait fermer la grille de communication de la place des Bernardines au plateau de la Croix-Rousse. Aujourd'hui, c'est le bout du boulevard, côté est. Une pièce de canon est placée au-dessus du corps de garde, en face de la rue principale, la grande rue de la Croix-Rousse, ces boulets sillonnent d'un bout à l'autre. Donc là, et puis ils vont d'ailleurs mettre également du côté de la rue du Mail, qui est parallèle à la grande rue de la Croix-Rousse. 20 fois abattue par son feu, la barricade sera relevée sans cesse. Bien en sécurité dans sa caverne crénelée et maître des Chartreux, le général neutralisera complètement la Croix-Rousse pendant la durée entière de la lutte. Bon, enfin, ils sont obligés de recommencer, parce que les barricades sont encore très très présentes. À la fin de cette première journée d'émeute, la garnison est en position
en possession du quartier Saint-Jean, des places Bellecour, place la préfecture, aujourd'hui les Jacobins, les terreaux, les deux rives de la Saône, des ponts, des portes, de toutes les positions militaires. Voilà, Gasparin, pour l'instant, complètement vainqueur. On arrive à la deuxième journée, celle du 10 avril, et dès le 6 h du matin, il y a le tocsin à Sainte-Bonaventure, au Cordelier, qui n'était pas tout à fait comme ça à cette époque. Les maisons étaient beaucoup plus resserrées. Il faut attendre 1852 pour que tout ce centre-là des terreaux, de la Comédie jusqu'à Bellecour, et des grandes avenues comme la rue de la République, etc. Mais il faut vous figurer ce secteur-là exactement comme les rues adjacentes ou le quartier Mercière, par exemple. Vous voyez, donc c'était très étroit. À 8 h, il y a une fusillade quai de Retz, aujourd'hui le quai Jean Moulin, donc rive droite du Rhône. Il y a une situation très grave à la Guillotière. Des hommes postés sur les toits font feu sur la troupe. Les batteries d'artillerie font feu et incendient plusieurs maisons du faubourg. La grande rue est balayée par le canon. Toute une partie de la Guillotière n'est plus qu'un amas de ruines fumantes. Il y a une vive fusillade quai du Bonne Rencontre, qui est aujourd'hui Jules Courmont. Au port Charlet, où sont embusqués quelques ouvriers, les balles pénètrent par ricochet dans l'intérieur des maisons et plusieurs femmes sont blessées. Ça, c'est une citation de Montfalcon. Donc, on se rend compte qu'il y a quand même une activité très, très intense. Et il n'y a pas, c'est pas les gaz lacrymogènes, c'est bien un affrontement, une guerre civile qui s'amorce. Et effectivement, on sent tout de suite, à travers ces témoignages, que cette fois-ci, l'armée est très présente, très organisée et dispose de fusils, ce qui n'était pas du tout, de canons, ce qui n'était pas du tout le cas en 1831. C'est pour ça qu'on en reparlera si vous voulez, mais que beaucoup d'historiens considèrent que 1834 est un piège tendu aux républicains. On arrive la troisième journée, c'est le vendredi 11 avril, et là aussi, il y a encore des coups de feu échangés dans la nuit. À l'aube, le tocsin encore de Sainte-Bonaventure sonne, et le feu recommence partout. Des coups de fusil ont été tirés sur les artilleurs du Pont-Morand, de la maison qui forme l'angle de la rue Basseville, c'est aujourd'hui la rue de l'Arbre-Sec. Elle est foudroyée par la batterie. Un pétard est placé sur une maison de la rue Mercière par la troupe. L'explosion fracasse les portes et les devantures des boutiques et ébranle jusque dans leur fondement ces maisons anciennes. De gros projectiles sont tirés par les insurgés depuis la terrasse de Fourvière et tombent bien sûr sur les maisons de la place Bellecour. Comment ont-ils pu se procurer deux canons? Ça, c'est les insurgés. Ils proviennent du fort Saint-Irénée. Ça veut dire que les insurgés ont pris le fort Saint-Irénée. Et qu'en fait, eh bien, ils s'attendaient pas à tant de résistance, puisque la troupe va être obligée d'évacuer la rive droite de la Saône pour se consacrer à renforcer Bellecour. Et le faubourg de Vèze est entièrement aux mains des insurgés. Donc là, on est à un moment très très important. Ils sont en position, effectivement, de freiner au moins considérablement la mainmise de la troupe sur l'ensemble de la ville. Donc le faubourg de Vèze est aux mains des insurgés et la population, d'après Montfalcon, paraît de leur côté. C'est aussi intéressant de savoir qu'au même moment, il y a aussi des événements à Saint-Étienne. Et là, il ne s'agit pas des tisseurs de peluche, mais les passementiers, puisque la région de Saint-Étienne, c'est surtout de la passementerie que l'on tisse. Et il y a 3000 tisseurs qui se réunissent devant l'hôtel de ville. Il y a des échanges de coups de feu, mais apparemment la troupe va garder le pouvoir sur Saint-Étienne. Là, il y a au moins un faubourg qui, lui, ne pourra pas continuer au niveau des émeutes, c'est celui de la Guillotière, puisqu'il y a une reddition sans condition dans la soirée du 11 avril. Le samedi 12 avril, la météo s'en mêle, puisqu'on nous dit que la neige tombe à gros flocons et le froid
est très vif. Et évidemment, la fatigue commence à se faire sentir. À quelle fatigue les troupes ne sont-elles pas exposées, dit Montfalcon. Elles bivouaquent en plein air, tandis que les révoltés se retirent le soir dans leur demeure. Bon. C'est un point de vue. Hein. Voilà. Et alors, à la différence de 1831, où effectivement, où il y avait eu quand même 150 morts, mais c'était dans des combats. Ça va être très différent en 1834, et notamment le massacre qui aura lieu à Vèze. Donc Vèze est sous domination républicaine, sont présents, hein, je viens de le dire, et donc le général Fleury va donner, il est résolu à l'attaque, il va du Fort Saint-Jean, qui est au bout, donc quartier Serein aujourd'hui, hein, donc juste en face, il va y avoir donc des tirs sur les insurgés. Il y a des troupes qui partent des Chartreux, pas très loin, de la caserne d'Orléans et descendent à la caserne de Serein. Alors qu'une partie des troupes partent prendre par revers le faubourg, une autre pénètre par le pont de Serein, jusque dans la grande rue, arrive à la pyramide, se dirige à gauche et opère une jonction avec ceux venant du quai Pierre-Cise. Menace de brûler le faubourg si la population est hostile. Et Montfalcon de dire « La résistance des républicains est très faible. Ils lâchent pied dès qu'ils se voient attaquer en face. Ceux qui se sont embusqués dans les maisons continuent à tirer sur la troupe. Ils tuent 3 officiers, en blessent un autre et tuent ou blessent 10 soldats ou sous-officiers. Au port Mouton, les soldats sont assaillis par une grêle de balles. Ils ripostent, s'élancent dans les maisons. 15 morts sont comptés auprès de la pyramide. Les 15 soldats du bataillon disciplinaire qui ont rejoint les insurgés sont fusillés sur place. Tout homme trouvé les mains et les lèvres noircies par la poudre passe par les armes. 47 cadavres attestent de la vengeance des soldats. 26 sont ceux d'insurgés pris les armes à la main. 21 n'appartiennent pas au parti qui a combattu. On y voit des enfants, des femmes, des vieillards impotents. Et ça, c'est signé Montfalcon. Donc, on ne peut pas le soupçonner d'avoir grossi les chiffres. C'est un carnage à Vèze. Ce qui n'était pas du tout le cas pendant 1831. C'est là où il y a vraiment une différence très très importante. Et Montfalcon, qui lui voit la reddition de Vèze, à la fin de la journée, il note « Une grande question politique vient de se résoudre à Lyon. La République a perdu son procès pour jamais. » On est en 34. Il faudra attendre 14 ans pour la République, un court instant pour la Deuxième République et encore beaucoup de temps pour avoir la Troisième. Voilà. Après, on ne s'arrête plus. Le dimanche 13 avril, à 8 heures, une proclamation du préfet Gasparin permet la circulation dans les rues. Le drapeau noir flotte toujours sur Saint-Polycarpe. Et il y a des fusillades dans ce secteur. C'est le secteur où il y a négociants et on est à la limite. Donc c'est le quartier Saint-Polycarpe, c'est le quartier des négociants. Juste au-dessus, c'est le quartier des canuts, de la partie supérieure de la colline. Des groupes de républicains occupent la montée de la boucle. Donc apparemment, la Croix-Rouge tient toujours. À 11h, la liberté de circulation est retirée. Beaucoup de Lyonnais vont rester coincés dans les allées. Voilà, on a autorisé la circulation et brusquement, donc on arrête de nouveau. Donc évidemment, ils sont coincés. À 12h30, le commandant du génie conduit une colonne d'attaque sur Fourvière par la Mulatière et Sainte-Foy. À 16h30, le drapeau noir est abattu. Le quartier de Saint-Georges, qui résistait, fait sa soumission. Dans la soirée, il ne reste plus que la Croix-Rousse et le faubourg de Brest. Vraisemblablement, ce qu'ils appellent le faubourg de Brest, c'est Caluire. Montesuie, Caluire, voilà. Le général Fleury adresse une dernière sommation, pas de réponse. Il emploiera la force et malheur aux vaincus, signé Montfalcon. 6e journée.
le Fleury et son régiment sont de bonne heure sur la route de Caluire, à l'extrémité du faubourg, et disposent de forces importantes, donc par le nord. Un cordon de troupes enveloppe la Croix-Rousse. Les insurgés demandent à parlementer. Aucune concession ne leur sera faite. 2 compagnies se sont portées sur un clos situé hors des portes de Saint-Clair, c'est-à-dire rive droite du Rhône, et dans lequel se trouve une maison tenue par les républicains. La maison est emportée à la baïonnette. Les insurgés cherchent à fuir, mais ils sont acculés par les soldats et fusillés ou faits prisonniers. Plusieurs sont amenés à la prison de Perrache. 8 ou 10 soldats ont été grièvement blessés et leur tambour a été tué. La soumission de la Croix-Rousse n'est complète que le mardi 15 avril à 12 h, et l'église Saint-Polycarpe a été évacuée à 7 h du matin. Le mardi 15, le conseil municipal se rassemble et vote un remerciement aux troupes de la garnison. Le bilan des morts, d'après Claude Latta, est de 131 militaires et 190 civils. Et le bilan, d'après Montfalcon, le chiffre des morts et des blessés qu'ont publié les journaux de Lyon, d'après les prétendus états officiels, n'est point exact. Celui que je donne est le résultat du dépouillement des tableaux qui m'ont été communiqués par le président de l'administration des hôpitaux civils. J'ai eu de plus communication des états des blessés et morts dressés sur des pièces officielles à l'état-major de la place, régiment par régiment. Enfin, j'ai fait, même à plusieurs reprises, pendant et après le combat, des visites dans les hôpitaux civils et militaires. Voilà un résumé officiel de l'état de situation au 31 mai des individus apportés morts ou vivants à l'Hôtel-Dieu par suite des événements d'avril. Chiffre au total 218, les apportés morts, il y en a 90, dont 46 n'ont pas été reconnus, les sorties guéries 50, les morts de leurs blessures 42, les restants à l'Hôtel-Dieu en traitement 36, soit au total 218, individus tués sur place ou morts de leurs blessures du côté des insurgés 132, soldats et officiers tués sur place ou morts de leurs blessures 155. Alors évidemment, il faut se dire aussi que du côté des insurgés, beaucoup de blessés n'étaient pas amenés à l'Hôtel-Dieu, puisque en étant amenés à l'Hôtel-Dieu, évidemment, une fois guéris, ils n'allaient pas retourner chez eux, les mains dans les poches, ils allaient être emprisonnés. Donc souvent, les amis, la famille, etc., récupéraient le blessé et l'emmenaient chez eux, ce qui fait que s'il y avait décès, les décès, ils attendaient quelques jours après pour les déclarer. D'ailleurs, quand on regarde les actes de décès de cette période-là, il y a beaucoup de retard par rapport à 1834, enfin d'avril. Les déclarations se font beaucoup plus tardivement. Il y a l'écho de la fabrique à ce moment-là est dans une situation épouvantable, puisqu'ils sont accusés d'avoir soutenu les mutualistes, les tisseurs de peluches, les mutualistes emprisonnés. Donc, pour le pouvoir, ils vont retirer à l'écho de la fabrique, je crois que j'en ai parlé, en 1830, il va y avoir la liberté de la presse, qui vraiment n'était pas, sous Charles X, vraiment reconnue. Et seulement, ils vont mettre une bémol, c'est-à-dire qu'il y aura deux sortes de journaux. Il y aura les journaux professionnels qui, eux, ne payeront pas de taxes, il n'y aura rien à verser, et les journaux politiques qui, eux, doivent verser une somme d'argent en dépôt. L'écho de la fabrique, c'est pour ça que l'écho de la fabrique se dit toujours un journal professionnel, un journal industriel. Et en 1934, on va lui retirer cette possibilité, puisqu'on va lui dire que fait des interventions politiques et que sa conduite est politique, et évidemment, ils n'auront pas l'argent pour pouvoir continuer, et ils écrivent donc un dernier article. « Monsieur, les événements douloureux dans notre ville viennent d'être le théâtre, et le procès dirigé contre l'écho de la fabrique ont rendu extrêmement critique la position de ce journal, qui néanmoins a rendu d'immenses services aux classes travailleuses, et bientôt peut-être sera
leur unique refuge, la seule voie pour laquelle ils puissent faire entendre leurs griefs et exprimer leurs besoins. Vous l'avez sans doute compris, comme nous, monsieur, qui s'adresse au lecteur, et comme nous, vous êtes convaincus que sous l'application de la loi contre les associations, votée naguère par la Chambre des députés, adoptée par celle des pairs et enfin sanctionnée par le roi, vous avez compris, disons-nous, que désormais les travailleurs cesseront de pouvoir se réunir et se concerter, et que dès lors, plus que jamais, ils sont intéressés à se conserver une tribune qui les sauve du malheur incommensurable dont ils sont menacés avec nous dans l'existence de l'écho. Dans sa situation toute critique, l'écho de la fabrique, auquel le présent et l'avenir des travailleurs est intimement lié, entravé dans le cours de ses publications par les motifs que nous venons de vous indiquer, sent vivement le besoin d'être appuyé dans sa démarche par un cautionnement qui le mettrait à même de traiter non de matières politiques, mais bien des matières industrielles auxquelles se rattachent les questions de travail, de salaire, etc. Droits dont on veut nous spolier et qu'il faut revendiquer à tout prix. Nous pensons, monsieur, que vous aurez compris la gravité des motifs que nous offrons aujourd'hui à vos méditations sérieuses et que nous n'aurons pas compté en vain sur votre concours pour les besoins nouveaux qu'ils importent de satisfaire si l'on ne veut se mettre à la merci des oppresseurs de la grande famille des travailleurs. Et c'est signé du 20 avril 1834. C'est le dernier numéro de l'Écho de la Fabrique. Il y aura un nouveau Écho de la Fabrique qui paraîtra un peu plus tard, mais le fondement même de ce premier journal ouvrier va disparaître à ce moment-là. Donc, en fait, c'est une seconde défaite. Ça explique qu'on va avoir des difficultés par la suite à mobiliser les tisseurs de soie, les canuts, puisqu'en 1831, certes, nous on va pouvoir analyser en disant que bon, c'est une défaite d'un certain point de vue, mais que les fondements de la classe ouvrière organisée sont posés, donc ça va servir plus tard. 34, c'est pareil, défaite. Les républicains, il va falloir, ça va repousser, puisqu'à Paris, il va y avoir également un soulèvement républicain. Contrairement en 1831, où les canuts sont seuls, là, il va y avoir une multiplication d'événements pendant ce printemps-là, qui va donc d'ailleurs déclencher un vaste procès à Paris, et qui va s'en suivre, contrairement à 1831, énormément de gens qui vont être déportés dans les différents bagnes du royaume à ce moment-là. Donc on a une situation différente. Il va falloir attendre 1848, une seconde révolte qui est là aussi nationale, comme 34, où Lyon va se distinguer avec les fameux voraces, qui sont des chefs d'atelier et des ouvriers en soi qui vont essayer de se réunir quand même. Et en se réunissant quand même, ils vont évidemment prendre une attitude de clandestin. Alors, c'est assez... ça demanderait beaucoup plus de temps, mais j'ai retrouvé un petit écrit d'un type qui se fait appeler, qui signe pas, qui dit simplement par un affilié, donc un qui connaissait très bien les voraces. Il a écrit quelques pages là sur les voraces, les ventres creux et les vautours. Donc ça veut dire qu'il y avait comme ça des petites associations qui se donnaient un nom pour éviter la police, et dit d'ailleurs qu'en même temps, ils se donnaient aussi des noms les plus étranges, comme porte d'enfer, cloche d'alarme, corne de Satan. Voilà, pour essayer de brouiller toujours les cartes. Donc, ces voraces, eux, ont dit qu'ils avaient pris ce terme-là parce que, à un moment donné, il y avait une diminution du pot, la contenance du pot de vin lyonnais de moitié pour le même prix. Donc ils auraient réclamé, vous savez, quand on touche à
au pinard, évidemment, ça pose des problèmes tout de suite. Donc, bon, en fait, c'est surtout, je pense que ça viendrait plus de Dévoirant, compagnon du devoir, qui a donné Dévoirant, qui a peut-être donné Vorace, des gens. Enfin, ce qu'il faut retenir surtout, eux étaient vraiment sur une position d'une république sociale. Hein, d'ailleurs, ils vont gérer la Croix-Rousse, qui est encore indépendante à ce moment-là, pendant toute une année. Pendant l'année 1848, c'est eux qui vont recevoir Arago, qui est venu à Lyon pour calmer les esprits. Ils vont pouvoir, ils assurent le maintien de l'ordre, ils assurent, tout ce qui peut se passer. Ils sont armés, ils tiennent les forts, le fort Saint-Laurent notamment qui a été construit en 1832. C'est eux, ils vont négocier avec la municipalité de la Croix-Rousse pour avoir des drapeaux. Voilà, ils vont demander à la municipalité de la Croix-Rousse de payer des drapeaux parce qu'eux, ils n'ont pas d'argent. Ça, c'est eux qui mènent complètement la vie croix-roussienne pendant une année. Puis en 1849, ils vont évidemment, c'est fini. Hein, on voit déjà arriver les élections qui vont donner la possibilité à Louis-Napoléon Bonaparte de gagner et puis de faire son coup d'État en 1852. Donc là, en 1949, on n'a plus besoin des Voraces pour organiser le faubourg. Donc ils vont être complètement massacrés pour rien faire. Voilà. D'ailleurs, ces Voraces-là ont une mauvaise réputation. Ils vont tenter d'aller jusqu'à Chambéry avec des Savoisiens pour essayer de libérer la Savoie. Ça va mal marcher. Les gens de Chambéry vont les renvoyer chez eux à coups de fourche, dit-on. Rien ne le prouve mieux que c'est une aventure comme ça un peu romantique, puisque l'accueil significatif en 1948 de la fameuse invasion des Voraces, repoussé spontanément à coups de fourche par les paysans sans le concours de la garnison, réduit alors à sa plus simple expression par suite du départ pour l'Italie la presque totalité des troupes en état de combattre. Ils étaient quand même 3 ou 4 000, ces Voraces qui vont faire le parcours. Alors évidemment, ça c'est mauvaise presse, ils étaient un ramassis de tout ce que les bas-fonds de la Croix-Rousse de Lyon renfermaient de moins remarquable et de plus dangereux. On les avait lancés sur la Savoie où ils pénétrèrent par surprise et il en fallut de peu pour que leur équipée fut, momentanément tout au moins, couronnée de succès. Il faut dire que même un ventre creux qui présente les Voraces, il n'est pas non plus très gentil avec eux, avec lui-même. Naguère, nous les avons vus, ces Voraces, au nombre de 300, entourer le couvent Saint-Joseph, charger leurs fusils et assister à une visite faite par un commissaire de police. On recherchait des armes et de la poudre que la clameur publique signalait comme réunies dans l'établissement. Un couvent. Bon. À la vue des Voraces, les pauvres sœurs qui ont fait vœu de chasteté ont dû se fortifier dans leur sacrifice, car franchement, les Voraces ne sont pas beaux. C'est beau, ça, hein? Voilà, alors voilà. Bon, ils vont quand même... on va s'en souvenir énormément, puisqu'il y a une traboule, il y a une cour, la cour des Voraces, où d'ailleurs ils ne se sont jamais réunis. Ils se réunissaient à l'angle de la rue des Fossés, qui est aujourd'hui la rue d'Austerlitz, et la rue du Mail. C'est là, chez Madame Maréchal, qui, paraît-il, faisait encore l'ancienne contenance du pot de Beaujolais, et qui acceptait de tous ces républicains, donc qui à un moment donné avait fait un chant en promettant aux bourgeois de boire du Beaujolais dans leur crâne. C'était évidemment un programme très intéressant. Puis il y a, si vous avez l'occasion, si vous arrivez à le trouver, il y a un Croix-Roussien, Jean Butin, c'est un prof qui est à la retraite et qui a fait une conférence et un petit texte. Alors on doit pouvoir retrouver ça à l'Esprit Canu, à l'association Esprit Canu, sur les Voraces.
hein, où il va beaucoup plus en détail que je peux le faire moi ce soir avec quelques illustrations. Bon, il faut toujours se méfier parce que on est là avec les Horaces, on est un peu dans le mythe aussi. Hein. Apparemment, bon, ils n'ont quand même pas faire grand-chose, quoi. Et puis aussi, on a, pour finir un peu ce parcours sur les révoltes des Canuts, et révolte à Lyon, on peut également parler de cette commune, entre guillemets, de 1870, hein, qui va d'ailleurs se terminer un peu tragiquement. Ça a été très court. Autant la commune de Paris va vraiment exister et donner un espoir considérable aux travailleurs. Ils vont quand même, la commune de Paris va imaginer un certain nombre de choses qui sont très très intéressantes et que ça vaut le coup d'y réfléchir encore aujourd'hui. À Lyon, non. Et ça, alors parce qu'on va être travaillé par un courant, c'est celui des anarchistes, et avec la présence à Lyon de Bakounine. Dans un premier temps, donc les Lyonnais sont assez partisans de Gambetta. Je trouve que Gambetta c'est très bien, très républicain, voilà, il n'est pas encore à la tête du gouvernement, hein, on est dans le domaine provisoire, mais enfin bon, il maintient bien quand évidemment Louis-Philippe est parti, tout ça, donc il faut assurer le pouvoir. Et Bakounine va à un moment donné avec un autre anarchiste très important qui est Richard et qui travaille lui comme teinturier dans l'usine Gilet. Hein. Et ils vont tous les deux, ils ont une certaine influence, ils vont réussir à envahir l'hôtel de ville et il y aura une confusion, mais pendant quelques heures, ils tiennent l'hôtel de ville. Et puis, le pouvoir en place, la municipalité va faire appel à un détachement de la garde nationale. Et à la tête de ce détachement de la garde nationale, il y a le commandant Arnaud, Antoine Arnaud, qui est un franc-maçon, républicain convaincu, chef d'atelier et commandant de la garde nationale. Et donc, lui est attaché à la municipalité du moment à Lyon, et il va donc chasser Bakounine, l'emprisonner d'ailleurs. Bakounine va faire un séjour dans ce qui est aujourd'hui les caves de l'hôtel de ville. Évidemment, sa garde nationale va reprendre le pouvoir sur l'hôtel de ville. Et puis il va rentrer sur la Croix-Rousse, continuer son travail de tisseur, de chef d'atelier. Mais à un moment donné, il va y avoir, les esprits vont énormément s'échauffer, et en plus, il y a un petit problème, enfin, pas de petit problème, il y a une nouvelle qui arrive concernant la bataille de Nuit-Saint-Georges. Dans cette bataille de Nuit-Saint-Georges, il y a énormément de volontaires du Rhône qui sont engagés. Donc, ça veut dire énormément de fils de Canuts, et de Canuts jeunes, qui sont engagés donc, dans ces forces-là pour battre les Prussiens, essayer de battre les Prussiens. Et donc, dans ce combat de Nuit-Saint-Georges, pour ça qu'il y a lieu à la Croix-Rousse, on a une rue de nuit avec un S. Voilà, c'est pour ça que j'ai entendu des guides dire que les gens de la ville étaient analphabètes parce qu'il ne fallait pas mettre d'S à nuit. Même si, parce que c'est Nuit-Saint-Georges. Voilà, c'est pas les nuits de Chine. Bon. Donc les nouvelles catastrophiques arrivent. Ça a été un véritable massacre que cette bataille de Nuit-Saint-Georges. Et il semblerait, d'après les rumeurs qui viennent, c'est que la troupe a été dirigée par des incapables. Ce qui est peut-être vrai, mais enfin bon, ça vient comme ça aux oreilles des Croix-Roussiens et des pères, des mères de ces soldats engagés dans cette bataille. Et donc il y a une grande agitation. Et le 19 décembre, donc le même jour que l'arrivée de cette nouvelle, il y a une réunion liée à la Croix-Rousse, salle Valentino. Salle Valentino, c'est devenu par la suite un cinéma qui s'appelait La Perle, à mon époque. Et aujourd'hui, c'est un Quick. C'est à une autre époque. Voilà. Restauration rapide. Et bien dans cette salle, où c'est une salle où il y a toujours des grandes réunions, des grands... ça sert aussi de salle de concert, enfin bon, c'est une salle polyvalente. Hein. Et dans la salle Valentino,
il y a des orateurs assez violents, il y a Bruyas, Scholl, Denis Braque, Christophe Deloche, qui font appel à l'émeute et nomment des délégués pour aller soulever les sections dans les différents quartiers de la ville. Le lendemain mardi, nouvelle réunion dans la même salle où la population se porte en foule. Bruyas préside. Les actes suivent près les discours. Sur une table, près de la tribune, des cartouches ont été disposées. On les distribue aux hommes armés. Il y a une délégation de 4 hommes et 2 femmes, présence donc des femmes dans ce combat, est nommée pour faire battre la générale dans les rues de la Croix-Rousse. Une autre pour sonner le tocsin dans les églises du quartier, Saint-Denis, Saint-Augustin, Saint-Eucher. Deloche va chercher des ouvrières de la cartoucherie de cuir. Elles font leur entrée en habit de deuil, en souvenir donc des soldats, des jeunes massacrés à Nuit Saint-Georges. Quelques-unes avec de longs voiles. Et il y a ces discours très enflammés, il y a beaucoup d'énervement, peut-être aussi le Beaujolais est présent, enfin bon, semble bien d'après les échos qu'on en a que c'était un peu très chaud, quoi. Et vers midi, arrive sur la place de la Croix-Rousse, donc à côté vers la salle Valentino, Arnaud, le tissoir Arnaud, commandant du 12e bataillon de la Croix-Rousse. Donc c'est un républicain convaincu, excellent homme aimé et estimé de tous ses concitoyens. Il a appris l'arrestation de son collègue Chavant, qui quelques minutes avant a été pris par les gens échauffés de la salle Valentino. Il veut le secourir. Lui aussi est sommé de faire battre la générale, comme Chavant, qui avait refusé. Il est hué aux abords de la salle et une femme lui crache à la figure. Il est renversé, roulé par terre, au moment où il cherche à dégainer son sabre. Il se relève et veut s'échapper. Il est poursuivi de nouveau, assailli à coups de pied, à coups de poing. Il est atteint de 2 coups de baïonnette. Tout sanglant, il saisit son revolver, moins pour se défendre que pour intimider la meute qui le menace et appeler au secours. 2 coups retentissent, 2 coups en l'air. À mort, crie la foule, il a tiré sur le peuple. Et lui, faisant face à ses agresseurs, les invective avec mépris. Tant de lâches, leur dit, tant de traîtres. Vous demandez une république et vous ne voulez que le pillage. Désarmé par ses bourreaux, abandonné par ceux qui pouvaient lui porter secours, il y avait là des soldats de la garde nationale, il est entraîné à la salle Valentino, qu'on l'emmène à Valentino, voici faire près de lui un énergumène, et qu'il n'en sorte que pour être fusillé. Et effectivement, c'est ce qui va se faire. À mort, crie la foule. Le verdict est rendu. On condamnait alors par acclamation. Arnaud est traîné hors de la salle. Un cortège se forme qui se dirige vers la place d'armes du Clos Jouve. La marche est ouverte par 5 gardes nationaux. Derrière eux, une troupe de femmes porte des drapeaux, les uns rouges, les autres noirs. Un peloton de 40 hommes entoure la victime. À leur tête s'agite un individu qu'on remarque par ses guêtres blanches et son chapeau à large aile. C'est ce même Deloche qui est allé chercher les ouvrières à la cartoucherie. Il tient le commandant par le collet de son uniforme et le pousse vers le lieu de son martyre sur la pente du boulevard de la Croix-Rousse. Le cortège continue sa marche au milieu d'une foule énorme qui crie « Fusillez-le !» Arnaud est père de famille. Sans doute, à cette heure désespérée, il songe à ceux qu'il aime et qui ont besoin de son soutien. Ce n'est pas sur lui-même que son cœur viril s'apitoie, ça, bon. C'est sur sa pauvre femme, sur ses malheureux enfants. Pardon. Mais voilà qu'un hasard heureux le rattache à l'espoir de vivre. À quelques pas, il vient d'apercevoir, en armes, la compagnie qu'il a commandée, comme capitaine, avant d'être élu chef de bataillon. Alors il leur dit, de regard, il connaît même des camarades, des membres du cercle de la ruche. Ces cercles, ces associations où on réfléchissait bien, énormément sous les influences des Saint-Simoniens, des Fourriéristes. La ruche, c'est l'usine, l'usine et la cité.
durant de longues veillées sous l'Empire, ont bu ensemble à la République. C'est ses copains. À moi, mes amis, crie-t-il, à moi. À mort, répond la foule. Et pas un homme de la compagnie ne répond à son appel, pas un ne se détache du rang. Et pareil, il passe devant la mairie, toujours rien. On est arrivé au clos Jouve, l'homme aux guêtres blanches commande, il fait placer Arnaud à quelques pas. 15 hommes se détachent du peloton et se mettent en face de lui. Les autres s'alignent à droite et à gauche pour contenir la foule. Alors Arnaud, voyant que tout espoir est perdu, n'a plus qu'un seul souci, mourir en soldat et en républicain. Il jette au loin son képi, il ouvre sa tunique, découvre sa poitrine et le visage tourné vers ses assassins, mêlant dans une dernière pensée au culte de la République le souvenir du général populaire qui la défend. De tout ce qui lui reste de voix, il crie « Vive la République !» et « Vive Garibaldi !» Eh oui, ce fut le signal, les fusils s'abaissent, un feu de peloton retentit, Arnaud tombe la face contre terre, etc., etc. Bon, vous voyez la scène, bon, qui est effectivement écrite après, donc un peu, puis avec cette volonté d'en faire un martyr républicain, mais quand même, en ce moment, à ce moment, il y a un enfant même de 15 ans qui s'avance hors du peloton et réclame l'honneur de lui donner le coup de grâce. Ah, c'était dur, hein? Voilà. Et c'est Deloche lui-même qui approche de la tente d'Arnaud, la main du mourant, et ramène le fusil, vite lentement, et un dernier coup à bout portant met fin à cette horrible agonie. Mis au courant, très rapidement, le gouvernement, et notamment Gambetta, vont organiser des funérailles nationales. Et Gambetta viendra à Lyon pour mener le cortège jusqu'au cimetière de la Croix-Rousse, où est enterré encore aujourd'hui le commandant Arnaud, et la tombe va être prise en charge par l'État au départ, aujourd'hui par la municipalité. Donc, alors évidemment, oui, il faut que j'arrête quand même. Et je vais arrêter maintenant, mais je finis sur une note un peu difficile, parce que bon, c'est quand même, ça fait jamais plaisir de voir des gens avec qui on a partagé un certain nombre d'idées tout au cours de ces soirées ici, eh bien, par moments, faire preuve d'un aspect un peu démentiel, quoi. Hein. Moi, je crois que c'est plein d'enseignements, qu'effectivement, une foule, si on veut aboutir à quelque chose qui ne soit pas populiste et qui ne déborde pas sur des aspects d'une très grande violence, eh bien, il faut, je crois, éviter, la prendre au sérieux, c'est-à-dire autant ne pas lui donner des mots d'ordre abrupts, sans information, simplement en la galvanisant pour aller jusqu'à des choses comme ça. Je crois que c'est un enseignement. On est vite débordé par une foule, et que quand on organise des manifestations, quand on organise des grèves, etc., il faut toujours avoir cette réflexion pour savoir où on veut aller, dans quelle mesure on peut avancer de telle façon ou de telle autre. Parce qu'autrement, on va se retrouver. Il y en a eu d'autres, je veux dire, des commandants Arnaud dans les différents moments de tensions fortes. Hein, et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, allez-y. Ah bon. C'est vrai que j'ai été un peu trop long. Hein. Je vais me faire engueuler par les chefs. Bien. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Vous allez boire un pot. Comment? Vous allez boire un pot, bien vrai. Ah ouais, un pot des voraces. Bon, bah écoutez, pas,
Bon, puisque c'est la dernière séance, je voudrais simplement vous dire que j'ai été vraiment très très heureux de vous rencontrer comme ça les jeudis soirs. Je suis même, bien que ça soit un peu loin de la Croix-Rousse, ça m'est un peu compliqué pour venir, objectivement, je regrette que ça s'arrête maintenant. Parce qu'on pourrait effectivement aborder d'autres aspects, tellement cette période-là est riche. Moi, sans arrêt, je me dis que tout ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, à la lumière de ce qu'ont dégagé les tisseurs, notamment en 1831, mais aussi en 1834 et même en 1848 et 1870, par les erreurs même qu'ils ont fait, c'est des enseignements importants et où il faudrait chaque fois s'y référer. Hein, donc, bon, je crois que le sujet est très vaste. Oui ? Une pétition ? Oui, moi, il n'y a aucun souci, bien sûr, parce qu'il y a tellement encore de choses à dire, tellement, par exemple, comme co-organisateur de la manifestation novembre des Canuts, on reprend des thèmes abordés par les mutualistes et les tisseurs dans l'écho de la fabrique. Moi, j'ai un programme sans problème pour 10 ou 15 ans. Et oui, on prend un thème. Alors, on a pris la première fois la presse ouvrière, puisque l'écho de la fabrique est quand même l'ancêtre de la presse ouvrière, donc il y a des choses à dire. Ensuite, il y a eu le Conseil des prud'hommes, l'année passée. Cette année, c'est sur la condition ouvrière féminine, parce que les canuts sont intéressés, ils ont permis à Eugénie Niboyet d'écrire des articles, et ils ont parlé d'elle, ils ont parlé de son journal. Voilà. Demain, on pourrait aborder effectivement la liberté de la presse. Ils vont être très actifs au niveau de la liberté de la presse, bien sûr. Le droit d'association, l'hygiène, hein, l'Europe, et même des articles sur la colonisation en Algérie, où ils disent à propos d'un village brûlé par les soldats parce qu'il y avait une résistance à l'intérieur de ce village, c'est ça ce que vous appelez leur apporter le progrès. Il y a aussi des manifestations de femmes contre la peine de mort, que l'écho de la fabrique va s'en faire l'écho. Donc, les sujets ne manquent pas. Voilà. Alors, pétitionnez. Bon, bah, écoutez, hein, et alors, je vous amènerai, je ferai passer donc les plans, donc on débrouillera, hein. On trouvera le moyen de se voir à Lyon. Avant que vous soyez là, évidemment, isolés par la neige, oui. Oui, alors le problème du 8 décembre, je vous dis tout de suite, c'est qu'il n'y a plus de 8 décembre, hein, c'est les fêtes de la lumière. Donc, c'est vrai qu'alors on est toujours nostalgique, parce que quand on devient vieux, évidemment, c'est toujours mieux avant. Ça, on ne peut pas s'en empêcher. Mais c'est vrai que moi, j'ai la nostalgie d'un seul jour, d'un seul soir, le 8, les petits lampions, bien que je sois athée moi-même, bon, mon père était athée, ma mère était protestante non pratiquante, donc bon, s'en foutait un peu des curés, mais il y avait ce moment-là, un peu spécial. Il y avait surtout le moment où on pouvait, dans la nuit, avec le froid, aller parcourir les magasins qui faisaient spécialement pour ce soir-là une vitrine. J'ai vu des bœufs dans les vitrines du boucher, des vrais bœufs, avec des cornes. Les charcutiers faisaient des pièces énormes. Et les commerçants faisaient l'exposition sur le sol. Voilà. Alors, il faut prendre le micro pour que tout le monde entende et fermer l'autre s'il ne marche pas. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu... Pas les deux ensemble, hein, parce que... Voilà, très bien.
Oui. Mais la fête des Lumières a changé en sous noir, qui a voulu valoriser Lyon et qui a transformé la fête des Lumières de personnes et religieuses en fête municipale des Lumières. Voilà. C'est une action noire. Oui, oui, qui a été bien suivi. Hein. Ils ont élargi, hein, puisqu'il y en a même qui posent des questions. Oui, oui, c'est ça. S'il vous plaît, Oui. avez-vous songé à organiser des visites de la Croix-Rousse en lien avec vos exposés? Je trouve que ce serait pas mal, ce serait assez sympa. C'est ce que je fais. Pas de problème. Mais je vais vous donner un papier. Non, non, mais il est peut-être pas forcément entré dans mon intimité, comme vous. Donc, non, oui, effectivement, c'est d'ailleurs ce que je fais, c'est la principale source de mes revenus, de pouvoir promener à travers le quartier lui-même, les personnes, les gens lyonnais ou autres, enfants ou adultes, qui veulent connaître un peu mieux, notamment l'apport social des canuts. Parce que les visites de l'Office du tourisme, il y en a plein. Vraiment, le problème, c'est qu'évidemment, on n'aborde pas, mais alors pas du tout, la révolte de 31, ils sont bien obligés d'en parler, mais ils disent, voilà, ils se sont arrêtés ils ont fait des émeutes pendant 3 jours, ça a été un massacre, alors que c'est pas vrai. Enfin bon, voilà, et c'est tout. Bon, ben, moi, j'essaye de retransmettre un peu ça, oui, bien sûr. Ça, c'est évident. Et d'ailleurs, dimanche matin, dans le cadre de Novembre des Canuts, je vais parcourir l'ancien faubourg, c'est-à-dire qu'on va rester sur le plateau pour évoquer notamment les lieux où les canuts ont travaillé. Hein, on va, avec leur nom, voilà, on va leur redonner vie. Ça ne sera plus les canuts, ça sera monsieur machin plieur, monsieur X passementier, madame Cellu fabricante d'étoffes de soie, c'est-à-dire chef d'atelier. Voilà, ça sera un peu ça, et on essaiera de voir, lever la tête pour voir si à la fenêtre, ils ne vont pas nous faire coucou. Voilà, c'est ça qui est intéressant, quoi, dans la découverte. C'est d'essayer d'humaniser, parce que moi, les vieilles pierres, c'est les vieilles pierres. Par contre, si derrière ces vieilles pierres, il y a les bonhommes, ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur cette organisation de visite? Parce qu'on a tous par-dessus les mails. Je vais te donner les petits trucs, comme ça vous allez pouvoir... Je vais vous donner, hein, une fois que... Il y en a d'autres questions? Oui? Serre-toi, oui. Dis-moi, lorsqu'on a fait la campagne, on s'est posé une question, parce que quand on a vu tous ces immeubles canuts, on imaginait le nombre de métiers à tisser qu'il pouvait y avoir, et d'où l'isolation qu'il devait y avoir à l'époque, le bruit que ça pouvait générer. Ça devait être une véritable ruche. Oui, alors, t'as raison, mais la mécanique Jacquard fait moins de bruit. Hein. Mécanique Jacquard fait moins de bruit. Par contre, dès que vont arriver les métiers mécanisés, bien sûr. Moi, je cite toujours l'exemple, et pendant très longtemps, mais d'aller à l'école Joseph Cornier, donc rue Jacquard, quand j'étais petit, j'habitais rue Gorju, et on prenait une rue qui est pourtant pas une rue de Canut, qui est la rue Jérôme Dulard, eh bien, on ne s'entendait pas à certains moments. Parce que le bruit de la mécanique était énorme. Bien sûr, il y a énormément de bruit. Alors, ce que je dis toujours, parce que j'en parle toujours, surtout avec les enfants, je leur dis, voilà, c'est le fameux bruit, le bis, tant clac, pan. Le bis évoquant la navette, tant clac, ce sont les rouages de la mécanique, et puis pan, c'est le battant qui vient tasser, serrer les fils de soie. Et je dis toujours qu'à cette époque, d'après vous, est-ce que les Croix-Roussiens étaient heureux, ou au contraire, est-ce qu'ils faisaient des pétitions qu'ils envoyaient au maire de la Croix-Rousse pour qu'il puisse arrêter le travail à une heure décente afin de pouvoir regarder la télévision? Et généralement, les enfants me disent « Oh, vous avez des pétitions » et tout ça. Alors qu'évidemment, les Croix-Roussiens étaient heureux. Et plus il y avait du bruit, plus ils étaient heureux. Ben, puisque c'est le travail. Il faut s'imaginer, là, pour la promenade de dimanche, je suis en train de travailler donc sur le travail qu'ils faisaient, hein, et tout ça. Vous avez énorme... J'en suis à d'autres choses que le tissage proprement dit. Bon, j'ai déjà travaillé sur les ouvriers en soie, sur les chefs d'atelier, etc. J'ai des adresses. Et je voulais y ajouter des métiers annexes de l'industrie de la soie,
comme les plieurs, les fabricants de navettes, comme qu'est-ce qu'il y a encore, les ustensiles pour la fabrique, etc. Il y a un certain nombre Eh bien, quand je regarde, alors, c'est soit ceux qui habitent dans le quartier des négociants, soit dans le quartier des Canuts, mais dans un périmètre restreint, c'est-à-dire que c'est rue du Mail, rue du Mange, rue Belfort, place Berton, la Visitation, ça s'appelle comme ça au départ, rue du Mange, voilà, c'est dans un coin très restreint. Il y a énormément de monde. Quand on regarde les états civils, les mariages, bon, c'est une époque où les femmes ne pouvaient pas être témoins d'un mariage, on va attendre longtemps. Et par contre, il y a des témoins. Donc il y a d'abord les mariés. Mariés, généralement, ouvriers en soi, ouvriers en soi. Négociants, négociants. Hein, ou rentiers. Chef de fabricant, négociant et rentier, etc. etc. Hein. Bon, ça. Et au niveau de l'ouvrier en soi et de l'ouvrier en soi, ils sont vachement éloignés, parce il y en a un qui est au 7 de la rue du Mange et l'autre au 9. Et quand c'est pas, tous les deux, ils sont au 7 de la rue du Mange. Quand tu regardes les témoins, qu'est-ce que tu vois? Des ouvriers en soi, évidemment, hein, ou même le chef d'atelier, souvent. Mais ils habitent où? Le 7 ou le 9. Donc il y a une vie comme ça. Hein, et donc, quand il y avait du bruit, comme ils vivaient, il y avait que ça, ils étaient heureux. Parce que ça voulait dire qu'il y avait du travail. Ça, ils ont un nom pour désigner le silence du quartier de la Croix-Rousse, c'est la meurtre. Parce que là, ça fait mal et c'est la misère, quoi. Mais il y avait du bruit. Aujourd'hui, il y a moins de bruit. À la Croix-Rousse, maintenant, vous faites tomber un trombone, vous avez une pétition le lendemain. Ça rigole plus, hein. Mais c'est un peu ça, quand même. On a eu des réflexions dans la bandane, il y en a qui nous ont dit, ici, il y en a qui... Ici, bah oui, mais bon, ici il y en a qui travaillent, avec qui à dire qu'on est les gênés. Ah ouais? Oui, oui. Ah bon, ouais, ça arrive. Ça, c'est aussi le problème. Ouais. Bon, alors, c'est vrai que des fois, il y a des comportements qui sont... Bon. Mais voilà. C'est vrai qu'il y a du bruit pour du bruit, hein, c'est vrai. Bon. Mais enfin. Ça, c'était du bruit de travail. C'est quand même autre chose que des petites musiques dans le métro. Moi, je supporte pas les musiques dans le métro. Ça m'énerve. Je ne vois pas pourquoi ils m'imposent une musique. Est-ce qu'il y a encore des questions? M'a soufflé, Daniel, qui tient bien son rôle. Chef de l'atelier. La fabrique. Bon, voilà, écoutez, vous êtes gentils, je vous souhaite un bon retour dans le froid.